papier, du coup. Hein. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs les parlementaires, membres des délégations de l'Outre-mer de l'Assemblée nationale et du SEDA. Je n'oublie pas le député européen, mesdames et messieurs les présidents d'associations, d'ailleurs, messieurs les présidents d'associations des maires, et bien sûr, mes présidents d'intercommunalité. Mais vous tous ici, mesdames et messieurs, chers amis, très heureuse d'avoir participé avec vous à ces 2 heures de travaux. C'est un principe immuable. Les maires sont les sentinelles de la République. Vous êtes le premier relais des colères, mais aussi des attentes de nos concitoyens. Être en première ligne, cela veut dire bien sûr être sous le feu des critiques, mais cela signifie aussi être le porte-voix des aspirations de nos concitoyens. Au plus près du terrain, vous êtes les plus à même de porter les ambitions de vos territoires. Sachez que le ministère des Outre-mer et l'ensemble du gouvernement sont à vos côtés pour construire les Outre-mer de demain, et vous m'entendez parler très souvent de ces Outre-mer de demain, parce que nous avons à relever des défis qui sont énormes. Et cela passe d'abord, bien sûr, par le dialogue, comme nous le faisons aujourd'hui, les échanges, parfois vifs, hein, pas trop aujourd'hui, mais ça arrive entre nous, mais toujours constructifs. Et ça, c'est important pour moi. Pour preuve, vous étiez présents pour beaucoup à l'Élysée, à l'invitation du président de la République, le 1er février, lors du grand débat national. Je coordonnais les échanges et il y a eu 7h30 de discussion avec le président. C'est juste un record. Je veux le resignaler parce qu'on oublie très vite. Eh bien, ces 7h30 ont été riches d'enseignements pour chacun, et ceux qui ont participé s'en rappellent. Le mode projet. Je veux vous parler du mode projet parce qu'il se concrétise sur le terrain par votre action. Vous avez eu un rôle essentiel lors des Assises des Outre-mer. Nous avons rédigé collectivement le livre bleu des Outre-mer que le président de la République a reçu et qu'il a fait sien et qui a été effectivement arbitré avec l'ensemble des ministères concernés. Mais rappelons-nous que tout ça vient des ateliers locaux et on a bien eu des remontées de projets, et je veux ici remercier tous les maires qui se sont impliqués dans cette démarche. Je veux aussi vous parler de la trajectoire 5.0 que je porte et qui peut pas se concrétiser, même si ça a été signé par l'ensemble des présidents de départements, de régions et quelquefois de pays. Cette trajectoire 5.0 dont je veux vous reparler va se concrétiser véritablement au plus près de nos concitoyens, aussi grâce à vous. C'est une stratégie de développement durable. Vous en avez parlé, à horizon bien sûr 2030, comme le sont les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, objectifs 2030. C'est donc transversal, on le sait, transversal de toutes nos politiques publiques, aménagement du territoire, économie, logement, action sociale, santé, éducation. Vous avez parlé de plusieurs sujets. Eh bien, la réponse et la volonté d'avancer est là. Je connais vos difficultés, mais aussi vos influences. Quelqu'un a parlé de confiance tout à l'heure. La confiance des citoyens, elle vous est acquise, elle vous sera renouvelée pour beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, au prochain rendez-vous des municipales, et d'autres prendront également le relais peut-être dans certaines communes. Et je sais que cette confiance, elle est importante entre le gouvernement, le ministre des Outre-mer, mais aussi avec effectivement chacun d'entre vous, la concrétisation des projets que l'on veut le plus visible possible. C'est moi qui fais du bruit comme ça, là? Non? Bon, voilà. Des projets est quand même quelque chose d'extrêmement important, et c'est sur le quotidien des gens que nous voulons agir, et nous pouvons le faire qu'avec vous. Dans la perspective donc de ces prochaines municipales, nous avons une responsabilité commune, et c'est le thème de vos travaux, de remettre les citoyens au cœur de l'action publique. Alors permettez-moi donc de mettre en perspective le soutien du ministère et du gouvernement aux politiques publiques de proximité que vous conduisez ou qui sont conduites sur les territoires avec votre soutien, car la priorité des priorités, c'est bien d'améliorer le quotidien des ultramarins. La première des priorités pour moi, c'est améliorer donc le quotidien des ultramarins. C'est d'ailleurs le premier objectif que nous nous sommes fixés au ministère dans le cadre du budget 2020. J'ai eu l'occasion de le rappeler à l'Assemblée nationale ou devant la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est porté beaucoup par le Fonds exceptionnel d'investissement, le FEI,
je crois que j'en ai entendu parler tout à l'heure, intégralement préservé. Il était l'an dernier pour la première fois de 110 millions d'euros. Il reste à 110 millions d'euros, tel que je l'ai annoncé pour l'ensemble du quinquennat. C'est quoi le FEI, 110 millions d'euros? Dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que c'est l'électrification du village de Camopi en Guyane, que c'est la construction de 2 microcentrales électriques à Wallis et Futuna, que c'est la construction de la maison de l'artisanat et de la famille de la commune de Chirangui à Mayotte, que c'est la construction d'un groupe scolaire à Goyave en Guadeloupe, que c'est le désenclavement de quartiers de la commune de Morne-Vert en Martinique, que c'est la construction d'une boulangerie et de logements sociaux dans la commune de Miquelon-Langlade à Saint-Pierre-et-Miquelon, que c'est la construction d'une école élémentaire dans la commune de La Possession à La Réunion, ou c'est encore la rénovation des toitures d'une école de la commune de Poum en Nouvelle-Calédonie. C'est effectivement l'outil qui sert aujourd'hui à répondre aux projets de proximité que vous avez. J'aurai l'occasion dans les jours qui viennent de resigner la circulaire qui accompagne à destination des préfets, qui accompagne effectivement la mise en place de ce fonds exceptionnel d'investissement sur les territoires. Et je reverrai encore à nouveau les seuils, puisque je crois qu'il faut descendre pour que les projets, même les plus petits projets, puissent être pris dans le cadre du FEI. Il faut savoir que par le passé, ce FEI était réservé à des grosses opérations. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que ces opérations étaient tellement importantes qu'elles n'ont peut-être jamais vu le jour, mais on en reparlera. Vous avez parlé, pour l'amélioration du quotidien, de la véritable réalisation de nos projets, et que pour ça, il faut effectivement qu'on puisse davantage réussir à monter les projets, et c'est pour ça que je souhaite parler avec vous de l'amélioration des crédits d'ingénierie. Ils sont importants. Aujourd'hui, nous passons de 4 à 7 millions de crédits d'ingénierie qui sont hébergés à l'Agence française de développement et qui peuvent vous permettre de penser, de concrétiser votre projet, voire d'avoir un suivi de votre projet. N'hésitez pas à faire appel à ces crédits. Ça ne veut pas dire qu'on vous donne quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des crédits qui seront mis à votre disposition pour avoir de l'ingénierie sur les territoires d'outre-mer. Vous savez, quand on parle d'ingénierie, souvent on me dit « mais c'est très très mal pris dans les territoires d'outre-mer, ça veut dire qu'il n'y a personne de compétent pour répondre à nos besoins ». Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que dans les collectivités, dans certaines collectivités, il y a moins de capacité d'ingénierie et que pour un temps, pour un projet, pour une revue éventuellement des besoins de la collectivité, on peut avoir besoin de prestataires extérieurs. Ces prestataires extérieurs, moi je mets le financement, vous pouvez les trouver sur vos territoires ou sur le territoire d'à côté. Puisque certains territoires d'outre-mer, selon les bassins maritimes, sont 2, voire 3, voire 4. Et donc, il y a cette possibilité. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de gens compétents dans les territoires d'outre-mer. L'ultramarine que je suis n'oserait jamais dire ce genre de choses. Elle ne le pense pas et elle n'a pas vécu de cette manière-là. Et je crois que c'est important, effectivement, qu'on puisse en parler. Je veux aussi vous parler de l'action indispensable des associations de vos communes. C'est pourquoi les fonds associatifs ont été doublés. Vous avez besoin des associations, nous avons besoin des associations pour agir. J'ai donc fait en sorte de doubler les crédits associatifs qui passent à 3 millions d'euros par an. Le doublement, alors 3 millions comme ça on peut dire c'est pas beaucoup, ouais, enfin c'est quand même le double. Donc quand on aura consommé le double, quand on sera allé et on aura soutenu le double de projets, eh bien on verra comment effectivement on peut aller plus loin tous ensemble. Vivre bien, c'est aussi, et je l'ai entendu, être en sécurité dans son quartier. Vous le savez. C'est pour l'outre-mer 371 postes supplémentaires de la police de sécurité du quotidien qui ont été déployés dans les territoires d'outre-mer. Dans le détail, je vais aussi vous parler des effectifs de police nationale et de gendarmerie nationale, tout confondu, 2017-2019. C'est 50 postes supplémentaires aux Antilles. C'est 78 en Guyane, c'est 60 à La Réunion, c'est 88 à Mayotte, c'est 72 dans le Pacifique, c'est 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, on compte au total en Outre-mer 3 528 policiers nationaux et 4 023 gendarmes nationaux. Et nous allons poursuivre cette montée en puissance. C'est extrêmement important que nous puissions le faire. Je sais que les élus de Martinique m'ont fortement interpellé cet été. Nous avons encore évoqué ces sujets à l'Assemblée nationale lors du budget 2020. Je me suis engagée, comme c'est le cas dans le livre bleu d'ailleurs, à avoir une grande conférence sur la sécurité dans les
territoires d'outre-mer. J'avais l'ambition de le faire avant la fin de l'année, je ne vais pas l'annoncer comme ça parce que j'aurai peut-être besoin du début de l'année 2020 pour réaliser effectivement cette réflexion, mais elle sera menée parce que c'est essentiel pour nos concitoyens et pour vous aussi. Le quotidien, c'est évidemment aussi la dignité, c'est de gagner sa vie. Ce sont donc des actions résolues en faveur du soutien à l'emploi que ce gouvernement a mené. J'entends les critiques de certains, mais je leur préfère les résultats. Et si on s'arrête 2 minutes sur les résultats, eh bien on peut reprendre un peu effectivement d'optimisme dans nos propos et peut-être porter cette dynamique encore plus fortement. Sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, c'est 11 400 emplois qui ont été créés dans les DOM, soit une croissance de 3,5%. Dans le même temps, on constate une baisse du volume de chômeurs en Outre-mer, très importante, moins 2,3%, soit 8 158 demandeurs d'emploi en moins. Là encore, les chiffres sont là, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est le meilleur niveau, ou c'est le niveau le plus bas, depuis le mois de février 2014. C'est peut-être des choses qu'on peut prendre aussi en compte, parce que je crois honnêtement, vous parliez tout à l'heure de donner envie aux jeunes des Outre-mer de rentrer chez eux. Eh bien, si nous-mêmes, on n'est pas assez optimistes, si nous-mêmes, on n'est pas assez ambitieux, si nous-mêmes, on ne redonne pas assez d'espoir, nous, c'est moi et vous tous, eh bien, ne nous étonnons pas que tous ces jeunes n'aient pas envie de rentrer dans nos territoires. Il y a une vraie question d'attractivité, mais il y a une vraie question aussi de volonté de montrer le meilleur de nos territoires d'outre-mer, même si entre nous, on a besoin de se dire aussi plein d'autres choses. En 2020, toujours dans cette même dynamique, c'est 24 millions d'euros qui seront dédiés aux outils d'aide aux entreprises, parce qu'il faut être aux côtés des entreprises d'outre-mer pour qu'effectivement, elles aussi créent de l'emploi. On a signé aussi, par exemple, une convention avec l'ADI pour développer son activité dans tous les outre-mer. Donc, le microcrédit sera davantage encore possible dans les territoires d'outre-mer, avec un objectif de 15 000 bénéficiaires ultramarins d'ici 2022. Je pense que nous sommes déjà, effectivement, là aussi... nous avons largement bien avancé et je veux remercier l'ADI qui a relevé le défi d'être présente dans tous les territoires. Et ça, c'est extrêmement important pour moi d'ici la fin de ce quinquennat. Autre sujet crucial pour le lien social, l'éducation et la formation. Nous maintenons 90 millions d'euros pour 2020 sur le budget Outre-mer pour soutenir les constructions scolaires dans vos communes, au-delà, bien sûr, de l'effort du ministère de l'Éducation nationale. Je peux vous parler aussi de la création de places de crèches supplémentaires dans le cadre de la politique d'accueil des jeunes enfants qui se poursuit, tout comme d'ailleurs le développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle, notamment en Guyane et à Mayotte, pour permettre une socialisation précoce des enfants et favoriser l'insertion professionnelle des parents. Et oui, nous partons de très très loin. Alors là encore, montrons ce que nous faisons et essayons effectivement d'aller plus vite pour être au rendez-vous des énormes besoins de nos territoires d'outre-mer. Je pense également, vous en avez parlé, à l'extension du dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les écoles REP, réseau d'éducation prioritaire, et REP+, les réseaux d'éducation prioritaire renforcés, mis en place depuis la rentrée 2017 et étendus cette année aux classes de grande section. Vous le savez, le président de la République s'est rendu à La Réunion, donc on avait fait une petite vérification avec le recteur de La Réunion sur place. Eh bien, on a divisé par 8 depuis. On a divisé par 8, et c'est très visible, et il le dit bien, divisé par 8 le nombre de non-lecteurs en CE2 dans les classes réunionnaises. C'est pas rien. Quand on cherche à avoir des résultats ou savoir si nos outils sont efficients, c'est ma priorité, eh bien là, on se dit, on est sur on va dire, sur la bonne dynamique. Parce que moi, j'ai pas de difficulté, y compris un an après. Si l'outil n'est pas efficient, et on n'a pas besoin d'une deuxième année pour le démontrer, eh bien on y va, on change. J'ai pas de tabou, j'ai pas de difficulté, et vous le savez tous, vous pouvez dialoguer sur tous les sujets avec moi, et quand on se plante, eh bien on corrige. À Mayotte et en Guyane, il y a aussi effectivement le déplafonnement des à 24 élèves dans les classes de grande section, maternelle, CP et CE1, qui a été mis également en place, et ça c'est important. Et puisque nous parlons effectivement 2 minutes éducation et que certains ont parlé d'activités sportives avec le soutien des communes, et qu'on est arrivé à dialoguer de la question des infrastructures sportives dans les territoires d'outre-mer, eh bien je voudrais juste vous rappeler ce que j'ai dit avant-hier devant un certain nombre de maires qui étaient présents. L'État, ministre des Sports et ministre des Outre-mer, a mis en place un fonds de 56 millions d'euros pour remettre les infrastructures des territoires d'outre-mer à niveau,
Il faut aussi effectivement que les moyens fédéraux soient au rendez-vous. Vous le savez, il y a un nouveau mode de fonctionnement et d'accompagnement des associations avec les fédérations. Là aussi, c'est collectivement, fédérations, communes, États, que nous pouvons mieux avancer pour faire ou pour garder nos terres de champions, parce que nous sommes des terres de champions. Alors de là à dire qu'il y aura une épreuve dans chaque territoire d'outre-mer, je crois que je peux vous dire non tout de suite, ne serait-ce que parce que les candidatures sont terminées et qu'à ma connaissance, c'est la Polynésie qui a posé candidature pour une épreuve. Et bien sûr qu'ils ont tout mon soutien, j'espère tous les vôtres. Vous aurez l'occasion peut-être d'en discuter avec M. Estanguet, qui viendra vous parler aussi de terre de jeu. Rentrer dans ce dispositif terre de jeu, il est important pour nos jeunes de les associer dès maintenant à cette dynamique. Et si, au-delà de ce que vous proposera demain ou après-demain, M. Estanguet, je serai à vos côtés là aussi pour aller plus loin. Petit mot sur les petits déjeuners aussi dans les écoles. À l'heure actuelle, c'est 17 000 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, qui peuvent bénéficier aujourd'hui de ce dispositif. Pour ma part, j'ai pu faire une rentrée des classes à Mayotte et voir effectivement l'importance de cette nouvelle décision. Et ça, c'est important. Pour finir sur la formation, puisqu'on était sur l'éducation et la formation, je vous rappelle qu'il y a une enveloppe de 700 millions d'euros qui a été en grande partie signée avec les régions pour aider à la formation, bien sûr, dans nos territoires d'outre-mer. Et puisqu'on parle formation, sachez que formation et mobilité sont des missions qui sont confiées à l'ADOM qui devrait cette année connaître une évolution de ces missions, comme d'ailleurs nous ferons avec les députés un travail sur la continuité territoriale, ça a été également sollicité. Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et sa déclinaison outre-mer, je souhaiterais aussi souligner l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la prime d'activité. En décembre 2017, entre décembre 2017 et avril 2019, cette augmentation, elle est de l'ordre de 103% en Guadeloupe, 130 en Guyane, 127 en Martinique, 121 à La Réunion. Et concernant Mayotte, après une baisse en 2018, le nombre de bénéficiaires est de nouveau croissant cette année. Et j'ai pu réaliser sur le terrain, au contact des populations, que c'est souvent par manque d'information, manque d'accompagnement que nos concitoyens ne demandaient pas ou n'étaient pas suffisamment bénéficiaires de la prime d'activité. Là aussi, c'est tous ensemble que nous pouvons lutter contre ce manque d'information sur nos territoires. Engagement inscrit dans le livre bleu, la conférence territoriale de l'action sociale et familiale. C'est déjà mis en place en Guadeloupe depuis le début de l'année. Je veux rappeler que c'est une initiative de la Guadeloupe. Pourquoi je rappelle que c'est une initiative de la Guadeloupe? C'est que c'est ça aussi qu'il faut qu'on sache mettre en avant. Les solutions et les réponses que l'on peut construire dans nos territoires d'outre-mer, que l'on peut partager entre nous, mais que l'on peut partager beaucoup plus largement lors de, effectivement, rassemblements comme celui-ci, Congrès des maires. C'est un bon exemple pour montrer que, certes, les territoires d'outre-mer ont des difficultés, mais les territoires d'outre-mer, parce que tout simplement, ils sont résilients, ils ont appris à répondre aussi à leurs propres difficultés avec le temps, eh bien, on a souvent des solutions qui peuvent être exportées. Et je vais faire juste petit aparté ici, parce que j'ai tout à l'heure écouté le plaidoyer sur les aides aux petits États insulaires que M. Bonté a fait. Je veux lui dire qu'il a entièrement raison. Que moi, je reste persuadée que nous avons un modèle économique, social et démographique à construire dans économique, développement, enfin le développement durable, donc économie, humain et environnement, que nous avons à construire ensemble et sans doute à exporter. Si on est capable, ensemble, de montrer un modèle ilien de demain, le modèle ilien de demain qui répond à nos défis, eh bien, la France peut être leader en la matière et la France peut effectivement faire que ce modèle puisse aller au-delà de ses propres frontières et être porté sur les États insulaires des 3 bassins maritimes dans lesquels nous sommes. Et moi, je crois énormément à la trajectoire 5.0, qui est un des exemples de l'illustration des objectifs de développement durable que les Nations Unies accompagnent avec tous ces petits États insulaires, mais sans vraiment concrétiser les choses. On n'est pas passé à la concrétisation du discours des Nations Unies, du discours de notre pays. On n'est pas allé jusqu'au bout. Eh bien, pour les Outre-mer, il y a une trajectoire. Il faut s'en saisir. Vous savez, je n'ai pas la science infuse, mais j'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie. J'ai travaillé 2 ans sur l'organisation de la COP 21.
J'ai été ministre de la fonction publique. Je suis aujourd'hui ministre des Outre-mer. Et ce parcours-là, travaillant effectivement avec les instances internationales, les instances européennes et tous les niveaux effectivement de nos institutions, les institutions de notre pays, je peux vous dire que cette trajectoire est un véritable outil si on sait la mettre en avant. Ce qui est clair, c'est que moi, les moyens du ministère des Outre-mer, ils iront vers le 5.0. Aujourd'hui, c'est 70% du FEI, ce sera 100% du FEI demain qui iront vers des projets soutenus par la trajectoire 5.0. Et vous le savez, Brune Poirson porte aussi sur le zéro déchet aujourd'hui une loi anti-gaspillage. Elle le fait d'ailleurs en ayant des mesures très spécifiques pour les Outre-mer. Je veux la remercier parce que c'est une des premières à côté de moi qui a dit la trajectoire 5.0, c'est ce qu'il faut pour les États insulaires, pour nos territoires d'outre-mer, mais plus largement pour les États insulaires. Et elle se bat à mes côtés pour qu'on ait un modèle qui soit performant. Permettez-moi enfin, pour conclure cette première partie, de faire un bref état des lieux des suites de la conférence Logement Outre-mer. Là aussi, vous en avez parlé, et je veux redire que le nouveau plan, l'idée, c'est de donner ou redonner du souffle. D'abord parce que l'État s'est engagé à maintenir les autorisations d'engagement de la ligne budgétaire unique qui ne descendra pas en dessous de 200 millions. On a dit que le minimum par année serait de 200 millions. Cette année, il est de 215. Il sera aussi alimenté par des ressources supplémentaires après la vente des SIDOM. Et donc, on aura les moyens de répondre là aussi aux besoins des territoires d'outre-mer ou des projets des territoires d'outre-mer. Bien sûr qu'on n'est pas à la hauteur des besoins logements additionnés sur tous les territoires d'outre-mer, mais on est au rendez-vous de ce qu'on est capable de faire en une année ou en quelques années. C'est ça qu'il faut entendre quand je dis qu'on est au bon niveau. On est au bon niveau de ce qu'on est capable de porter territoire par territoire, équipé comme on est équipé aujourd'hui. Alors je cherche à équiper mieux tout le monde pour qu'on aille encore plus loin tous ensemble et beaucoup plus vite. C'est aussi une des réponses apportées là aussi sur la ligne budgétaire unique par une enveloppe spécifique ingénierie de 7 millions d'euros à nouveau. Ce ne sont pas les mêmes que l'AFD. Donc vous voyez bien qu'on a aujourd'hui les moyens d'agir si on le veut. Je n'oublie pas l'action logement qui vient avec son 1,5 milliard d'euros renforcer nos actions dans les territoires d'outre-mer ou encore effectivement les 6 milliards d'euros des recettes SIDOM. Mais on va y arriver petit à petit en traitant aussi les questions de foncier. Et vous le savez, nous avons adopté un projet de loi sur l'indivision pour faire avancer la question ou les problématiques du foncier dans les territoires d'outre-mer. Nous l'avons fait dans la loi pour la Polynésie, à part, bien sûr, parce que là aussi, il y avait des particularités en Polynésie. On peut aller plus loin. Moi, je suis à l'écoute des sujets que vous voulez développer en la matière. Et oui, vous avez parlé de rénovation. Nous avons remis la rénovation dans tous les dispositifs, notamment les dispositifs de défiscalisation, de manière, là aussi, à ce qu'on prenne bien en compte le vieillissement de nos logements, de nos habitats, de nos cœurs de ville. Et j'oublie pas le dispositif cœur de ville qui est aussi effectivement quelque chose, un outil que nous pouvons largement utilisé. L'accompagnement des collectivités, j'en viens au sujet qui vous intéresse, bien que celui d'avant vous intéressait aussi fortement puisque vous êtes un partenaire. Le gouvernement a pleinement conscience des difficultés qui sont liées à l'exercice de vos missions et c'est tout l'objet, vous en avez parlé et Sébastien vous en parlera à nouveau, du projet de loi engagement des élus locaux et proximité, porté à la fois, bien sûr, par Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu. Le premier objectif de ce texte, c'est bien de consolider votre statut. Il s'agit également de lever les freins à l'engagement, et je sais que vous l'attendez. S'agissant de la situation financière, j'ai toujours dit que le soutien à l'ingénierie était fondamental, je viens de vous le redire, des moyens AFD, mais plus largement, la question de l'Agence française de développement, je dois vous en dire deux mots. Nous n'avons pas tous la même vision sur ce sujet. J'ai entendu d'autres estimer que l'Agence française de développement n'avait pas à intervenir dans nos territoires d'outre-mer. Nous étions en France. L'Agence française de développement avait été créée pour l'APD, pour notre action développement en direction des pays étrangers que nous soutenons. L'AFD est présente historiquement dans les territoires d'outre-mer. Et j'ai aujourd'hui persuadé ceux qui hésitaient au sein du gouvernement que l'AFD devait être renforcée dans nos territoires d'outre-mer. Le président de la République l'a annoncé à Mayotte. Il y aura une dotation complémentaire, un fonds 5.0 qui sera créé à l'AFD de 15 millions d'euros et qui sera ouvert avant la fin de l'année au profit de, là aussi, vos actions au-delà de ce qui a été dit sur l'ingénierie. Nous attendons tous, bien sûr, l'agence nationale, mais en attendant, utilisons les moyens qui sont les nôtres. On risque d'aller un peu plus vite et c'est mon souhait.
Peut-être, alors je regarde parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il y en a trop, vous dire aussi que nous avons besoin de ne pas considérer les choses comme des fatalités, notamment, bien sûr, sur les freins et les obstacles que nous avons et qui sont que nous avons relevés dans nos territoires d'outre-mer. Je crois beaucoup, moi, aux solutions communes et au soutien des différents ministères. C'est pour ça que je suis très heureuse que le Premier ministre ait relancé les SIOM, c'est-à-dire les comités interministériels à l'outre-mer, qui permet 2 fois, voire 3 fois dans l'année, de rassembler tous les ministres que sur les sujets outre-mer et de les faire arbitrer tous les 4-5 mois sur nos différents sujets. Et ça, c'est extrêmement important. Je veux me réjouir aussi de la mission Georges Patient et Jean-René Cazeneuve qui travaillent sur les ressources des collectivités. Bien sûr, il y a 2 missions. Il y a celle de Cazeneuve-Patient, on l'appelle comme ça, de 2 parlementaires, mais l'autre, elle est réalisée aujourd'hui par l'Inspection générale de l'administration et la Cour des comptes, qui va rendre ses conclusions là aussi la semaine prochaine. On aura donc des vrais outils pour aller au-delà de ce que nous avons déjà fait, cette première marche des 17 millions supplémentaires annoncés par le Président de la République, 17 millions en 2020 sur les 85 millions que le Président de la République a annoncés au 1er février de cette année. Vous voyez, on est dans la concrétisation, on ira plus loin avec la fin des rapports. Et je veux dire au Président Léniel que je ne suis pas d'accord avec lui du tout, sur le fait que la solidarité, elle serait que portée par l'État. Il y a 2 niveaux de solidarité. On est dans un fonds de péréquation. Fonds de péréquation, son mot le dit, hein, péréquation entre les collectivités. Eh bien oui, ce fonds de péréquation, quand c'est plus pour des collectivités en grande difficulté, c'est moins pour des collectivités qui vont bien. Alors oui, l'action ou la réflexion entre l'ensemble des communes sur ce sujet doit être au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas être là aussi. Là aussi, par quelque chose que sans doute le sénateur Patient et le député Cazeneuve porteront, c'est-à-dire une 2e étape, non pas que le fonds de péréquation avec cette solidarité entre les collectivités, mais aussi une solidarité nationale qui devrait aboutir à dire, et c'est ce que je porte depuis très longtemps, on verra si on y arrive, et j'y arriverai pas toute seule, il y a des spécificités dans les territoires d'outre-mer qui doivent être prises au-delà des dotations que nous avons déjà, au-delà du fonds de péréquation, parce qu'il y a des soutiens qui sont extrêmement spécifiques et qui sont nécessaires. Et c'est ça qu'il faut trouver. Alors, il y a 2 niveaux, oui, de solidarité, et moi, je maintiens ici qu'il faut qu'on conserve ces 2 niveaux de solidarité, même si eh bien, c'est toujours plus facile de demander effectivement qu'à l'État. Mais ce n'est pas ça, la vraie solidarité, ou qu'une partie de cette solidarité. Voilà. Moi, je voudrais qu'on travaille le plus en amont possible tous ensemble pour apporter les meilleures réponses possibles à ce que nous pouvons faire, d'abord sur ces questions de crédit mis à disposition, dotation mis à disposition des collectivités, mais aussi de vous accompagner au quotidien sur vos projets. Je crois que c'est important, je l'ai dit, quelqu'un l'a cité. Je sais admettre, moi aussi, et reconnaître facilement quand les erreurs viennent de l'État, eh bien je le dis. Et là aussi, je le redis ici, nous avons besoin d'un accompagnement de l'ensemble des administrations sur les territoires d'outre-mer. Et moi, je vous invite à me dire, franchement, à me l'écrire quand il y a des vraies difficultés sur vos projets parce que vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment soutenus par les services de l'État qui sont présents, qui se positionneraient, j'ai dit le mot, plutôt en tant que censeur qu'en tant qu'accompagnateur, et je confirme mes mots, mais je ne les généralise pas non plus, hein, chose quand même importante à mesurer. Peut-être vous dire que dans la loi EROM, en Guyane et à Mayotte, les communes ont bénéficié d'un transfert de la part de l'octroi de mer, parce que ce n'était pas au bénéfice des communes. Hein. C'est par exemple 24 millions supplémentaires par an pour Mayotte, et c'est 27 millions d'euros supplémentaires pour la Guyane. Alors pour Mayotte, c'est effectivement les communes de Mayotte qui ont pu bénéficier de ce soutien. Pareil pour la Guyane, l'État a compensé pour sa part, donc là on est venu compenser, les collectivités qui bénéficiaient à l'avance, enfin les départements et la région, qui bénéficiaient de ces crédits jusqu'alors. On a donc un effort là aussi important qui a été fait sur les dernières années, je voulais le redire, parce qu'on oublie vite, tous, y compris moi d'ailleurs quand je faisais la liste de ce qu'on avait déjà fait, parce qu'on a toujours
effectivement tendance à se dire mais il faut aussi faire ça. Ouais. Enfin, regardons ce qu'on a déjà fait tous ensemble et pointons-le pour voir si ça a été positif ou pas. Vous avez parlé de la visibilité des Outre-mer, j'y suis très très attachée et je voudrais qu'on évite les clichés et les images que nous avons de nos territoires d'Outre-mer. Et pour ça, je suis moi très attachée à la réforme qui est portée aujourd'hui sur France Ô. J'ai mis, et vous le savez tous, énormément de pression sur ce sujet visibilité, décision qui a été prise par le président de la République et qui nécessite aujourd'hui qu'on soit extrêmement exigeant sur la visibilité dans les médias nationaux. Et je peux vous dire qu'il y a deux manières d'être visible. On peut être visible entre nous et nous regarder. On peut se regarder tous ensemble. Je ne suis pas sûre que ça fasse complètement avancer ce que l'on veut faire. Par contre, on peut être vu. On peut être vu davantage sur les scènes nationales, sur les médias nationaux, dans les grands musées. Et c'est là où on a un travail fort à faire. Et je veux que nous puissions le mener tous ensemble. C'est extrêmement important. Il y a eu des grosses avancées sur les questions de visibilité sur France Télévisions. On a aujourd'hui aussi un travail à mener avec tous les organes culturels. Vous avez parlé de culture. C'est aussi extrêmement important pour moi. Et puis, je vais proposer au Premier ministre que le délégué interministériel, ce qu'on appelait le DIECFOM, eh bien, ce soit une délégation interministérielle pour la visibilité des Outre-mer et l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, et que ce délégué interministériel, cette délégation interministérielle, soit rattachée au ministère des Outre-mer et soit peut-être moins un électron libre, et ça c'est important. Petit exemple d'une convention la convention que nous avons signée avec France Télévisions. Eh bien, ces 17 programmes ultramarins diffusés en première partie de soirée depuis le début de l'année sur les antennes nationales. C'est le lancement de 3 nouveaux rendez-vous dédiés à Outre-mer sur France 3. C'est la progression du nombre de sujets ultramarins dans les éditions nationales d'information de France 2 et de France 3. Je crois qu'il faut que nous avancions encore sur tous ces engagements que nous avons mis en place. Et puis, pour finir, eh bien, je voulais vous dire que sur l'ensemble des défis, je serai à vos côtés. Je vous verrai à un petit déjeuner organisé au ministère des Outre-mer demain matin. J'espère bien que tous les maires présents ici ont reçu l'invitation, puisque c'est demain matin à 8h30. Enfin, moi, je serai là. Je vous attendrai. On rentrera peut-être plus dans le détail qu'aujourd'hui, même si j'aime bien l'exercice questions-réponses. On ne va pas complètement avoir le temps là. Et je vais devoir conclure, parce que vous, comme moi, avez encore beaucoup de choses à faire. Vous allez rejoindre la maire de Paris et le président Baroin. J'hésite à dire Stéphane Baroin, juste parce qu'il m'a appelé Brigitte. C'était une petite vengeance. Je me suis excusée, je ne serai pas à vos côtés tout à l'heure, mais je serai là demain matin pour vous accueillir au ministère des Outre-mer. Peut-être 3 réponses à ce que j'ai entendu dans la journée rapidement. Sur les emplois aidés. Vous savez, moi, je me suis battue pour que l'Outre-mer ne soit pas touché sur la question des emplois aidés, parce que notre spécificité ou nos spécificités faisaient qu'il fallait le faire de manière beaucoup moins brusque que ce qui était annoncé. Résultat, ça a été brutal, vous le savez, mais résultat aussi, après une année, on a réussi à conforter les enveloppes des territoires d'outre-mer. Tout à l'heure, c'était La Réunion qui s'exprimait. La Réunion, aujourd'hui, c'est 19 000 emplois aidés. Certes, c'est beaucoup moins. En 2016, c'était 24 000. En 2017, c'était 17 200. En 2019, c'est 12 000 et c'est maintenant 12 000 jusqu'à la fin de ce quinquennat. Je prenais l'exemple de La Réunion. Il faut savoir effectivement que La Réunion consomme une grosse partie de cette enveloppe et a été sans doute la plus déséquilibrée par la baisse des emplois aidés. Vous me parliez aussi de l'APL tout à l'heure. Eh bien, dans le plan logement, je le disais tout à l'heure, l'APL pour les territoires d'outre-mer a été remis. Là aussi, l'annonce a été un peu brutale. On s'est battus tous ensemble.
et on a récupéré cet outil qui est aujourd'hui à nouveau disponible pour vous tous. Peut-être un petit mot de la CDPENAF, puisque vous en avez beaucoup parlé, puisque vous avez demandé au président de la République une modification. Il y a une première marche, je dois le dire comme ça, qui est franchie actuellement en débat à l'Assemblée nationale, et puis ça continuera ensuite au Sénat sur la question de l'avis conforme et l'avis simple. Eh bien, on passera à l'avis simple quand dans le projet, il y aura une grande partie de logements dits sociaux. C'est une première étape. C'est au moins une première étape, merci de la souligner, et on verra pour la suite. Je voudrais quand même dire que sur les régions et les départements, la Réunion et la Martinique étaient demandeurs, pas toujours les autres. Et vous, les maires, vous n'êtes pas tous d'accord. Et qu'aller beaucoup plus loin, ça veut dire plus d'unanimité dans notre choix. Voilà ce que je voulais vous dire en vous disant merci et à demain matin. Et rendez-vous à toutes et à tous, d'abord à l'Hôtel de Ville de Paris à l'invitation de la maire de Paris, et demain matin, donc, porte de Versailles à partir de 10h. Voilà, bonne soirée.